Bonjour, est-ce qu'on se dirige tout droit vers une guerre avec l'Iran? C'est une question qui est sur beaucoup de lèvres. Il existe une analyse, assez provocatrice d'ailleurs, qui suggère qu'on passe peut-être à côté des véritables enjeux. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cet argumentaire, point par point, pour tenter d'y voir un peu plus clair. C'est parti. Pour commencer, souvenons-nous de ça. La guerre en Irak. 4 semaines, grand maximum 4 mois, c'est ce qu'on nous disait. Le résultat, 20 ans de conflit. La source qu'on analyse aujourd'hui utilise cet exemple, qui est quand même assez parlant, pour poser une question essentielle. Et si, là maintenant, on était en train de nous servir exactement le même genre d'histoire, un peu trop simple pour être vrai? Alors, voilà le programme pour démêler tout ça. On va d'abord faire un petit retour en arrière avec les échos des guerres passées. Ensuite, on se penchera sur ce qu'est la vraie puissance de l'Iran, une puissance dite asymétrique. Après, on abordera un sujet un peu plus sensible, l'argument de l'État profond. Puis on explorera une dimension surprenante, celle d'une guerre de prophétie. Et on terminera, c'est promis, sur une note d'espoir. On attaque donc avec notre premier point, les échos du passé. L'idée ici est simple. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut absolument regarder ce qui s'est passé hier. L'analyse qu'on étudie établit des parallèles assez frappants avec d'autres conflits, histoire de tirer des leçons et surtout d'éviter de refaire les mêmes erreurs. Et quand on regarde cette chronologie, on se rend compte d'une chose. Cette crise avec l'Iran, ce n'est pas nouveau du tout. Ça fait des décennies que ça dure. L'analyse rappelle que déjà en 1995, on nous disait que l'Iran était à quelques semaines de la bombe. Depuis, entre l'Irak en 2003, la Libye et la Syrie en 2011, les appels à une intervention contre l'Iran, c'est comme un disque rayé, un bruit de fond qui revient sans cesse. Et le bilan de ces interventions passées, quel est-il? Eh bien, l'analyse ne mâche pas ses mots. En Irak, on a eu plus de 20 ans de conflit, la naissance de Daesh et des centaines de milliers d'enfants morts à cause des sanctions. En Libye, des marchés aux esclaves. En Syrie, on aurait remplacé un régime par des extrémistes. C'est un tableau, disons-le, assez glaçant. Et ça sert d'avertissement. La question est posée, est-ce qu'on est vraiment sur le point de remettre le couvert? Bon, passons à la deuxième partie. On parle beaucoup de l'Iran, mais quelle est sa force réelle? L'argument qui est développé ici est assez contre-intuitif. Il dit qu'en fait, on sous-estime complètement l'Iran. Pourquoi? Parce qu'on n'utiliserait pas la bonne règle pour le mesurer. Sa puissance ne serait pas classique, mais asymétrique. C'est-à-dire qu'elle se trouve là où on ne regarde pas. Pour comprendre, regardons cette comparaison. D'un côté, l'Iran, avec un réseau électrique décentralisé, plus difficile à mettre à terre, et une dépendance très faible au dessalement de l'eau. De l'autre, ses voisins, alliés des États-Unis, leurs infrastructures sont hyper centralisées. Et surtout, ils dépendent massivement du dessalement, entre 40 et 90%. Ces immenses usines, ce sont leurs talons d'Achille, des cibles parfaites. Et ce n'est pas tout. Il y a un chiffre à retenir. 500 mètres. 500 mètres. C'est l'épaisseur de granit qui protégerait les fameuses villes de missiles souterraines de l'Iran. D'après l'analyse, c'est si profond que la plupart des bombes Bunker Buster n'y pourraient rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Iran conserverait une capacité de riposte, quoi qu'il arrive. Mais la guerre, ce n'est pas que militaire, c'est aussi et peut-être surtout économique. Et pour ça, il faut comprendre ce qu'est le pétrodollar. C'est un concept clé. En gros, c'est un deal, les États-Unis assurent la sécurité des pays pétroliers et en échange, ces pays s'engagent à vendre leur pétrole uniquement en dollars américains. Ça force le monde entier à avoir besoin de dollars. Alors quand l'Iran décide de vendre son pétrole dans d'autres monnaies, ce n'est pas juste du commerce, c'est une attaque directe au cœur du système américain. Et ce n'est pas leur seule arme économique. L'Iran a un atout que personne ne peut lui enlever, sa position géographique. Il contrôle les points de passage obligés, comme le fameux détroit d'Ormuz. L'analyse avance un chiffre. En taxant simplement ce passage, l'Iran pourra engranger 50 milliards de dollars de plus chaque année. Vous imaginez la pression économique? C'est tout simplement colossal. On arrive maintenant à la troisième partie, et c'est sans doute l'argument le plus controversé de l'analyse. C'est l'idée de l'État profond. La thèse, c'est que les dirigeants élus, ceux pour qui on vote, ne seraient en réalité pas les seuls à décider, surtout en politique étrangère. Pour illustrer ça, la source cite cette phrase qui aurait été prononcée par Vladimir Poutine. Vous savez, il y a des gens en costume sombre avec des cravates sombres qui viendront expliquer que ce n'est pas possible. L'exemple parfait, selon l'analyse, Guantanamo. Obama voulait fermer, Trump aussi, aucun des deux n'a réussi. Comme s'il y avait une force, une administration permanente qui avait le dernier mot. Et des exemples comme celui-là, l'analyse en donne plusieurs. L'échec de la fermeture de Guantanamo, on en a parlé. Mais aussi la promesse de Trump de finir la guerre en Ukraine en 24 heures, ou le fait que certaines personnalités très en vue ne seraient jamais poursuivies. Pour la source, tous ces exemples pointent dans la même direction. Il y aurait une structure de pouvoir invisible qui pousse continuellement vers ses propres buts. Et l'un de ces buts pourrait bien être un conflit. Maintenant, accrochez-vous bien parce qu'on entre dans une dimension encore différente. Et si tout ça, ce n'était pas juste une question de pétrole, de dollars ou de stratégie?
L'analyse nous propose de regarder plus loin, vers des motivations beaucoup plus profondes, des motivations religieuses. On parle de guerre de prophétie. Alors, un mot un peu compliqué, mais qui est essentiel ici. L'eschatologie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout ce qui concerne les croyances sur la fin des temps. Et pourquoi c'est important? Parce que selon la thèse qu'on explore, certains des acteurs dans ce conflit ne penseraient pas qu'en termes de gains et de pertes. Ils pourraient être convaincus d'accomplir une prophétie divine. Et l'exemple le plus parlant, c'est cette fameuse prophétie de Gog et Magog. C'est une histoire de bataille finale apocalyptique. Le truc fascinant, c'est que tout le monde l'interprète à sa sauce. Pour certains, Gog et Magog, ce sont les puissances occidentales. Pour d'autres, c'est l'Iran et la Russie. Vous voyez le problème? Chaque camp peut être persuadé d'être le bien et de combattre le mal prophétisé. Ça change complètement la donne. Alors, face à ce tableau, qui est, il faut le dire, assez sombre, entre les jeux de pouvoir et les prophéties, est-ce que tout est joué d'avance? Eh bien non. Et c'est là que l'analyse prend un virage inattendu pour nous laisser sur un message final, un message d'espoir. La source utilise une très belle métaphore. Elle dit « Le monde est un mélange d'huile noire et d'huile blanche. Il est difficile de ne prendre qu'une cuillerée d'une seule. » L'idée, c'est qu'il n'y a pas un camp des gentils et un camp des méchants. Le bien et le mal sont mélangés partout. Il faut donc se garder de détester ses ennemis aveuglement, mais aussi d'aimer ses amis sans discernement. Et ça nous amène à la conclusion. La voici. Rien n'est écrit dans le marbre. Même les prophéties les plus anciennes peuvent être révisées. Comment? L'analyse suggère que la vertu, les choix, les actions de chaque personne à son échelle peuvent suffire à changer le cours des choses. Nous ne sommes pas juste les spectateurs d'une histoire déjà écrite. Et on va se quitter là-dessus avec cette question qui résume parfaitement tout ce qu'on vient de voir. Dans les guerres d'aujourd'hui, qu'est-ce qui pèse le plus lourd dans la balance? La stratégie, froide et calculatrice, ou bien la croyance, ardente et parfois aveugle? Le vrai moteur, il est où? C'est une réflexion qui mérite qu'on s'y attarde.